Bonjour à tous, aujourd'hui on a un nouvel exercice, encore une fois tiré des oraux X qui parle sur l'irrationalité de pi. On va démontrer ça aujourd'hui. L'exercice en soi n'est pas si compliqué, surtout parce qu'on a 3 questions intermédiaires. Mais voilà, on va commencer. Donc on va commencer par l'énoncé. Un taux polynôme f de R clocher x, on associe grand F, qui est égal à la somme pour k qui décrit l'ensemble des entités naturelles, de moins 1 puissance k fois la dérivée de km de f. Et voilà, après on a 3 questions. La seule question que j'ai rédigée avant de commencer la vidéo, c'est la question 1, parce que bon, enfin, vous allez voir, je préfère ne pas passer trop de temps sur ces questions, c'est assez classique. Donc voilà, quand vous savez bien, mettez en pause la vidéo, essayez par vous-même et après revenez. Donc on va commencer. Tout d'abord, lorsqu'on a une somme qui est annexée par un élément qui appartient à un ensemble infini, on pourrait se demander si la somme a vraiment un sens. C'est-à-dire si la somme elle est finie en réalité, ou si elle est vraiment infinie, et si elle est l'infini, on pourrait se demander si elle converge ou si elle diverge. Donc ce sont des questions classiques à se poser lorsqu'on a une somme annexée par un élément qui décrit un ensemble infini. Dans ces cas-ci, on a que le polynôme f, il appartient à R. En réalité, c'est un polynôme, d'accord? Et vu que c'est un polynôme, et on considère les dérivées successives de ce polynôme, pour k, par exemple, qui sera plus grand que la partie entière de dérivée de f divisé par 2 plus 1, par exemple, eh bien, on aura que ce terme-ci, il est égal à 0. En réalité, à partir d'un certain rang, la dérivée de km sera nulle, et donc le terme d'ici sera nul. Donc en réalité ici, on a bien une somme finie, d'accord? Donc ça c'est bien remarqué, enfin, ça donne du sens à cette somme et à cette grand F qu'on a ici. Donc voilà, on va commencer par la question 1. Je l'ai déjà rédigée, comme je vous ai dit, parce que sinon la vidéo serait trop longue. C'est la deuxième fois que j'essaie de faire la vidéo, parce que la dernière fois j'avais pris trop de temps, et c'est surtout à cause de la question 1, parce que bon quoi. Donc voilà, la question 1 c'est juste une simple IPP. Il n'y a rien de nouveau. Pourquoi? Parce que on a l'intégrale d'une fonction dans laquelle le sinus il apparaît. En réalité, vu qu'on a une fonction circulaire, c'est toujours une bonne idée de faire une IPP. Ou lorsqu'on a une fonction hyperbolique aussi. Un sinus hyperbolique, un cosinus hyperbolique, c'est toujours une bonne idée de faire ça parce que on va retomber sur la même fonction. Sur le même sinus, sur le même cosinus, sur le même sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique. Donc voilà, ici j'ai fait une IPP en posant la fonction u de t égale à f de t et v' de t égale à sinus de t. Donc voilà, on a la fonction i. Je vous laisse vérifier, mais croyez-moi, c'est juste une application d'une formule. On fait de même pour cette nouvelle intégrale. On pose a de t égale à f' de t et b' de t égale à cos de t. On arrive à ça. Et ici, pour le j, on a ce terme-ci qui est égal à 0, parce que le sinus de pi c'est égal à 0 et sinus de 0 c'est égal à 0, moins l'intégrale de 0 à pi de la deuxième dérivée de f de t, sinus de t, de t. Donc ici, on remarque quand même un lien entre cette intégrale-ci et l'intégrale i de départ. Ce qui est bien parce que c'est ce qu'on voulait. Sauf que ici, c'est pas f, c'est f''. Donc en réalité, tous les résultats qu'on a eu ici à la fin, regardez, à la fin on a que i c'est égal à f de pi plus f de 0 moins l'intégrale de 0 à pi de f' de t sinus t de t. Ici c'est comme si on a une nouvelle i, une espèce de i prime, ou un grand n si vous voulez. Enfin juste pour vous montrer le lien qui est ici. Donc en réalité on aura ce même résultat, mais appliqué à la fonction f''. D'accord? Et c'est ce que j'écris ici. Le f de pi plus f de 0, il reste ici, moins crochet. Et ici,
on applique les mêmes résultats qu'on a eu pour le i, mais à la fonction f''. D'accord? Donc ici, on aura f'' de pi plus f'' de 0, c'est-à-dire ce qu'on avait ici appliqué à la fonction f'', moins l'intégrale de 0 à pi de la deuxième dérivée de f'', c'est-à-dire la dérivée quatrième de f de t. D'accord? Fois sinus t de t. Et on remarque quoi? Eh bien, on remarque que si on regroupe le f de pi et f' de pi, on a ça, c'est-à-dire les premiers termes de grand F évalués en pi, d'accord? Et ici, on a la même chose, mais pour le grand F évalué en 0, d'accord? Plus le dérivé, plus l'intégrale de 0 à pi de f de la quatrième dérivée de f de t sinus t de t. Donc voilà. Alors, soit vous mettez des petits points suspensifs en mode nanana égale à grand F de 0 plus grand F de pi. Ce qui est quand même assez évident parce que, vous avez vu, c'est juste... alors, soit vous dites que c'est comme ça, mais la manière la plus formelle, c'est de faire une récurrence. Alors, la récurrence pourrait se faire sur le degré de f. D'accord? D'ailleurs, c'est l'idéal, quoi. Donc voilà, c'est tout. Cette question-ci, elle n'est pas très compliquée. D'ailleurs, la question 2 non plus, vous allez voir. Donc voilà, on va continuer. Il faut bien avoir en tête ce résultat pour la troisième question, mais bon. La question 1, c'est fait. La question 2, on va la lire. On suppose que pi est un rationnel, c'est-à-dire que pi s'écrit sous la forme de a sur b, avec a et b des sentiers essentiellement plus grand que 0, donc un non nul. Et pour tout n qui appartient à l'antenne, on pose f de n de x qui est égal à x puissance n fois a moins bx puissance n divisé par n factoriel. Et on demande de tracer le graphe de f de n sur l'intervalle de 0 à pi. Alors, d'abord, on peut remarquer que lui, en réalité, c'est une fonction polynomiale. D'accord? Donc, elle est associée à un polynôme de r cloché x, parce que les coefficients sont des sentiers. Bon, ce sont des rationnels en réalité. Ce sont des coefficients rationnels. Mais c'est quand même des coefficients d'ordre. Donc voilà, déjà ça c'est bien parce que bon, on voit que pour la troisième question, on pourra utiliser les résultats de la première question parce que f de n de t c'est une fonction binomiale, donc c'est un polynôme. Alors, non, pas ici, ici. Bon, vous allez voir, la question 2, c'est vraiment juste pour... elle est juste là pour, je sais pas, pour racheter notre temps, en fait. On va l'écrire, c'est... pour ceux qui appartiennent à l'antenne... Ici, je vais écrire quand même pour tout x qui appartient de 0 à pi, parce que c'est l'intervalle qui nous intéresse. C'est x puissance n moins 1 bx puissance n divisé par n factoriel. D'accord, on a ça. Alors tout d'abord, on remarque que lui, f de n de x, c'est positif, c'est seulement si, en sachant que le x, il appartient de 0 à pi, il est positif, donc f de n dépend du signe de a moins bx puissance n, donc en particulier de a moins bx. Donc lui, il est positif, c'est seulement si a moins bx c'est supérieur à 0. Si et seulement si le x il est inférieur ou égal à a sur b, si il est égal à pi, d'après l'hypothèse. Ce qui est bien le cas parce que x il appartient de 0 à pi. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Le f de n, il est positif sur 0 à pi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, ok. Bon, bah, déjà, on remarque aussi que f de n a deux racines évidentes, 0 et pi. Si on évalue en 0, eh bien, ça fait 0. Si on évalue en pi, ici, ça fait 0. Et en plus, 0 et pi sont des racines
de multiplicité n. D'accord? Bon, ici j'avais écrit le monde entier, mais des multiplicités n. D'accord? Et ça, on sait que c'est vrai, si et seulement si, c'est la caractérisation des racines énième. Oui, des racines de multiplicité énième. C'est seulement si pour tout m qui appartient de 0 à n-1, eh bien f de n de 0, la dérivée émième de f de n évaluant 0, c'est égal à 0. Et de même pour pi. Bon, ça c'est bien quand même de le constater. On aura besoin pour la suite, pas forcément pour cette question, mais pour le troisième. Mais je l'écris quand même. Parce qu'en réalité, dans la question 2, c'est là où on doit s'approprier de cette fonction. D'accord? Comme je vous ai dit, tracer le graphe, bon, c'est pas vraiment ça l'intérêt de la question. La question, c'est vraiment voir ces petits détails de la question, de la fonction. Donc déjà, on sait qu'elle est positive, on sait que les dérivées successives entre 0 et n-1 sont égales à 0, évaluées en 0 et pi. On sait quoi d'autre? Si on calcule la dérivée, on aura pour tout x. Alors déjà, il est dérivable, pourquoi? Parce que c'est une fonction polynomiale. Elle est de classe c'est infini. Donc en particulier de classe C1. Alors avant ça, je vais écrire ici aussi une autre façon d'écrire la fonction f de n. Juste pour nous simplifier la vie au moment de calculer la dérivée. D'accord? Donc ici on a bx au carré puissance n. Bon, on a ça. Et la dérivée, c'est égal à quoi? Alors ici on remarque une fonction puissance n divisée, enfin une fonction puissance n. Donc on sait calculer la dérivée de ça. On a juste ax moins bx au carré puissance n moins 1 divisé par n moins 1 factoriel. Parce que si on a descendu le n et n divisé par n factoriel, c'était égal à 1 sur n moins 1 factoriel fois la dérivée de cette fonction, donc a moins 2bx, ce qui est égal à f de n moins 1 de x fois a moins 2bx. D'accord? Donc voilà, or lui, il est positif. On avait démontré ici, parce que ceci est vrai pour tout n qui appartient à l'antenne. Et lui, eh bien lui, il est positif si et seulement si le x il est inférieur ou égal à pi sur 2. Pi sur 2, a divisé par 2 fois b. Je l'écris ici. D'accord? Donc voilà. Donc déjà, on sait la fonction elle est positive. Elle est croissante jusqu'à, de 0 à pi sur 2. Elle est décroissante de pi sur 2 jusqu'à pi. Donc on a tous les outils pour tracer l'allure seulement de la courbe. Après, bien évidemment, on peut continuer l'étude de la fonction, voir si elle est concave, si elle est convexe, ses points d'inflexion, etc. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez continuer à le faire. Moi, je vais m'arrêter ici. Je pense que c'est assez pour le graphe de cette fonction. Donc voilà, vu que 0 et pi sont des racines, la courbe elle va couper l'axe des abscisses entre 0 et pi, et la maximum en pi sur 2, et après elle descend jusqu'à pi. Donc voilà, c'est un peu ça. Bon, elle admet un maximum global en pi sur 2 par exemple. Donc voilà, ça c'est cool, ça c'est fait. Ouais, ok. Bon, ça c'était le graphe, ça c'était la question 2. Donc la question 2 elle est faite. La question 3, prouver que l'intégrale de 0 à pi de f de n de t sinus t de t est un entier et on dire que pi est irrationnel. Ok, bon, en réalité, oui c'est clair encore. En réalité, vous vous rendez bien compte, la question 1, c'était en réalité un réflexe à voir. Je pense que même si l'exercice a été tiré des 0xns, il était posé comme ça, je pense qu'on aurait tranquillement à voir seulement la question 3. Vous savez,
parce que la question 1, bon, comme vous avez vu, c'était assez classique, rien de nouveau. La question 2, non plus, parce que réellement, tracer le graphe, ça n'aide à rien. C'est juste pour... en réalité, j'ai l'impression que c'était juste une excuse pour nous faire... pour nous obliger à nous approprier la fonction pour savoir que c'était des racines de multiplicité n, qu'elle était positive, qu'elle était croissante, décroissante, etc. Qu'elle était en particulier non nulle. Bon, c'est quand même assez évident. Pourquoi? Bah déjà, ça se voit. Elle n'est pas nulle. Mais en plus, si jamais vous voulez être un peu rigoureux, vous pouvez dire, bah, je sais pas, prenez n'importe quel point en particulier. Vous prenez 1, 1 si vous voulez. Eh bien, 1, f de n évalué en 1, c'est pas égal à 0. Donc la fonction n'est pas nulle. Parce que bon, quoi, enfin, pi, il est plus grand que 1. Et donc déjà on a ça, et si jamais vous pouvez aussi dire que f de n, ouais, vous pouvez aussi dire que f de n est strictement croissante sur l'intervalle de 0, c'est pi sur 2. Par exemple, juste pour montrer qu'elle n'est pas égale à la fonction nulle, quoi. Genre, la fonction nulle, elle n'est pas strictement croissante. Et voilà, c'est juste pour ça en réalité dans la question 1 et 2. C'est un peu bateau. C'est la question 3, celle qui est intéressante. Donc si vous n'avez pas encore essayé par vous-même l'exercice, je vous conseille de le faire maintenant. 3, 2, 1, bon d'accord. on va continuer. La question 3 prouver que l'intégrale de 0 à pi de f de n de t, sinus de t, d de t, elle est c'est noté. Alors déjà, la question 3, on va utiliser la question 1, qui est égale à f de pi plus f de 0, avec f qui est égal à la somme, bon, c'est en puissance k. Ici, comme on considère f de n de t, voilà, on a ça, d'accord? Ok, donc nous on va vous montrer que l'intégrale c'est un entier. Alors, imaginons que lui c'est un entier, et lui aussi c'est un entier, donc la somme des entiers c'est un entier. Donc voilà. Et si lui c'est un entier, bah, pour que lui il soit un entier, on pourrait essayer de démontrer que en réalité les dérivées de km, ou en général peut-être les dérivées successives de f de n, ce sont des entiers. On pourrait essayer de démontrer ça, bien évidemment. Ce sont des entiers, enfin, les dérivées successives évaluées en pi et en 0 sont des entiers. D'accord? Ça ne suffit pour dire que ça c'est un entier plus un entier c'est égal à un entier, donc l'intégrale c'est un entier. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette fonction-ci, c'est simple à calculer ces dérivées successives. D'accord? Parce que on peut bien évidemment utiliser la formule de Leibniz, parce qu'on a une fonction qui est simple à calculer ses dérivées successives, et de même celle-là, parce que ce sont des fonctions affines. Celle-là, elle est affine, elle est linéaire. Donc bon, quoi, c'est très simple à calculer ces dérivées. Donc c'est ce qu'on va faire. Déjà, on va se donner un entier M ou P, soit P qui appartient à l'antenne, et on va considérer deux cas. Si P il est strictement inférieur à l'antenne par exemple, eh bien on a quoi? On a que la dérivée PIM de f de n évaluée en 0, c'est égal à 0, et la dérivée PIM de f de n évaluée en pi, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que ce sont des racines des multiplicités nm, d'accord? Donc pour tout m plus petit que, extrêmement plus petit que n, eh bien la dérivée c'est nul. Donc on a ça.
Déjà, ça c'est bien. Et si jamais, si P il est plus grand que N, alors là, on va utiliser la formule de Leibniz. Donc ici, on a f de N de, enfin, la dérivée Pm de f de N de X qui est égale à la somme de égal à 0 jusqu'à P de, eh bien, X, j'ai écrit le 1 divisé par N factoriel ici, KIM 1 moins BX N P moins K. Ok, on a ça. Je suis désolé pour les parenthèses, c'est assez moche, mais bon. Eh bien, ici, on peut découper la somme en 3. Bien évidemment, lorsque cela fait un sens, quoi, mais bon, on va pas s'embêter avec ces petits détails. K égale à 0 jusqu'à n-1. Alors ici, on peut faire ça parce que le P il est plus grand que n. D'accord. Voilà. Donc, ah oui, pardon. J'avais oublié ça. Ok, donc K parmi P, pardon. Donc ici, la dérivée elle est simple à calculer et en plus on est dans l'intervalle de 0 à n-1, donc la dérivée elle n'est pas constante ni nulle. Elle est en réalité n factoriel divisé par n-k factoriel x puissance n-k. D'accord. Et bien lui, bon, lui en réalité on peut aussi calculer la dérivée, mais ce n'est pas très utile. C'est utile, mais pas pour l'instant. Parce que pour l'instant, je vais d'abord montrer que f de n de p, enfin la dérivée pm de f de n évaluant 0, c'est égal à, enfin c'est un entier. On va commencer par démontrer ça. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. D'accord. Donc je vais juste écrire bêtement ça. D'accord. Donc voilà. Et plus, je l'écris ici en bas, le terme pour k égale à n. Donc ici on a n parmi p. Et ici la dérivée énième de x puissance n, c'est égal à n factoriel. Alors oui, ici j'ai oublié le 1 divisé par n factoriel. Mais je l'écris ici. Il est dehors, donc on n'a pas de souci. Fois a moins bx puissance n fois p moins k. N, p moins n. Ok, plus la somme de k égale à n plus 1 de p, de k parmi p, de... alors ici, bah oui, je vais l'écrire quand même. Et bon, je pense que, ou au moins j'espère que vous avez déjà remarqué ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que ici, déjà, bon, ici et là, bon, on sait un peu ce qui va se passer lorsqu'on évalue en 0. Mais ici, déjà ici, on calcule la dérivée KIM de x puissance n pour k qui est strictement plus grand que n. D'accord? Donc en réalité, la dérivée sera nulle. Donc ce terme-ci, c'est toujours nul. 0 fois quelque chose égale à 0. Donc la somme, en réalité, c'est nul. Donc déjà, on a ça. Donc en réalité, ça s'arrête là. Et en plus, lorsqu'on évalue en 0, eh bien, lorsqu'on évalue en 0, ici, regardez bien, pour cette somme-ci, le x, bah, c'est 0. Enfin, x égale à 0, donc 0. Donc 0 fois quelque chose, 0 fois quelque chose, 0. Et ici, on s'en fout, parce que multiplié par 0, c'est toujours égal à 0. Donc lui aussi, c'est égal à 0. La première somme, elle est nulle. 0 plus. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a
p parmi n de n factoriel de 1 moins bx puissance n p moins n évalué en 0. Sauf que lui, regardez, c'est un polynôme de grand Z crochet x. C'est un polynôme à coefficient entier. Pourquoi? Parce que a et b sont supposés entiers, comme on avait d'après l'hypothèse. Et donc voilà, donc tout ça puissance n, c'est un polynôme de grand Z crochet x. Et les dérivés d'un polynôme de grand Z crochet x, ça reste dans grand Z crochet x. Et lorsqu'on évalue un polynôme de grand Z crochet x dans un entier, ça donne encore eh bien, ça donne un truc qui est entier. D'accord? Donc voilà. Donc lui, évalue en 0. Il appartient à rang Z. Donc tout ça, il appartient à rang Z. Et en plus, lui et lui, ils vont se simplifier. Donc en réalité, on a juste... D'accord? Donc lui, il appartient à rang Z. Donc voilà, là c'est la première étape. La deuxième étape, elle est... Alors on a déjà remarqué, on a fait quoi? On a coupé la somme en 3. On a fait d'abord le k qui appartient de 0 jusqu'à n-1. Après le terme pour k à la n. Et après le reste. Pour montrer que f de n, la dérivée pm de f de n de pi c'est l'entier, on va faire la même chose. On va faire... La seule chose qui change, c'est qu'on va écrire la formule de Leibniz d'une autre façon. Pour que ce soit, eh bien, comme ce cas-ci. On va écrire x puissance n de p moins k. On va juste commuter ça et ça. D'accord? Fois a moins bx puissance n fois... Enfin, la dérivée km de ça. Donc voilà, et ensuite on va faire la même chose. On va écrire 1, k. Franchement, je suis en train de faire un copier-coller de ça et ça, c'est juste que bon quoi. Lui, on s'en fout, on le laisse comme ça. Lui, eh bien, lui c'est quoi? Lui c'est n moins k fois a moins b x puissance n moins k fois moins b puissance k plus plus p n parmi p n factoriel fois moins b puissance puissance n oui fois x puissance m p moins n. C'est ça. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça si je ne me trompe pas. Pour le terme pour k égale à n. On a ça, et ici. Donc on a bien ça. Lui, ça devient x puissance n. Ah, attendez, il me manque un truc. Oula. Non, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ok. Plus P de... Bon, le reste, on s'en fout en réalité. Ouais, bah je vais l'écrire quand même. Mais juste pour vous montrer. Fois a moins bx puissance n puissance k. Enfin, puissance. La dérivée km. Et ici, on ferme les crochets. Ici, encore une fois, lorsqu'on évalue, je vais l'écrire ici, d'accord? Juste pour garder tout ça dans la même feuille. De pi, de p. Ici, on aura, eh bien, lui, c'est égal à 0.
Pourquoi? Parce que le k il est extrêmement plus grand que petit n, donc lui c'est égal à 0. Et tout ça fois 0 c'est 0, donc la somme elle est nulle. D'accord? La somme elle est nulle ici. Lui on le laisse pour l'instant comme ça. Et lui, ici, lorsqu'on évalue cette somme pour x égale à pi, on aura aussi que tout ça c'est égal à 0, parce que lui c'est égal à 0 fois tout ça c'est égal à 0. D'accord? Donc en réalité, le seul terme qui demeure, c'est... eh bien, on va multiplier aussi par 1 divisé par n factoriel. Donc lui et lui, ils vont se simplifier. Donc on a juste fois moins b puissance n fois... Ici, on va s'embêter à calculer la dérivée p moins n de ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? N factoriel divisé par 2n moins p factoriel fois x 2n moins p. D'accord? On a ça. Alors oui. Et ici, parce qu'on évalue en pi, ici on a ça qui est égal à pi. Ok. Bon. Et du coup, c'est gagné. Pourquoi? Alors, pour l'instant, vous vous dites non, mais attends, ça appartient pas à... C'est pas un entier. Mais en réalité, si, parce que. Alors, nous, on sait que pi est irrationnel, donc on pourrait essayer de dire, mais non, mais un irrationnel fois tout ça, c'est pas un. Mais il faut juste remplacer par l'hypothèse. Pi, on l'avait supposé a divisé par b puissance. On avait supposé que pi c'était égal à a divisé par pardon. Et et voilà, c'est tout. Pour ceux qui suivent vraiment la vidéo, non en réalité tout le monde le suit, mais bon. Alors lui, c'est un entier si le de n moins p il est positif. Alors ceci, bah, si et seulement si le p est inférieur à 2n. Alors ce n'est pas toujours le cas bien évidemment, parce que bah, p il peut être plus grand que 2n. Mais si jamais il est plus grand que 2n, si p il est plus grand que 2n, alors on aurait que la dérivée pm de f de n évaluée dans n'importe quoi, c'est égal à 0. S'il est strictement plus grand en réalité. S'il est strictement plus grand. D'accord? S'il est strictement plus grand que 2n, alors la dérivée pm de f de n évalue n'importe quoi, c'est égal à 0. Bah, c'est la fonction nulle en réalité. Pourquoi? C'est dans la définition de f. Il est où la définition ici? Bon, oubliez ça. C'était mon brouillon. Ici, parce que c'est le dérivée de n. D'accord? Donc la dérivée de n plus 1 nième, de n plus 1 ième, c'est égal à 0, et ainsi de suite. Donc en réalité, oui. Si p il est plus petit que 2n, c'est un entier, et s'il est plus grand, alors la fonction elle est nulle. Donc voilà, là il n'y a pas de souci, et normalement tout est bon. Donc on a bien vérifié que lui il appartient à rang Z. En réalité, je viens de me faire la réflexion. Et d'ailleurs, c'est grâce au fait que le p il est inférieur ou égal à 2n que lui c'est un entier. Enfin, que lui c'est un entier en particulier. Parce que sinon, bah, je pense qu'on n'aurait pas pu couper dans le bon endroit pour le n. Ouais, oui, oui, oui. Ok. Bon. Du coup, voilà, c'est gagné. Je pense que j'aurais dû commencer. Je pense que j'aurais dû commencer par faire le cas évalué en pi et vous laisser à vous le cas évalué en 0 parce que le pi, il était un peu plus délicat. Bon, maintenant, vu que ceci est dit, je pense que je vais vraiment couper quelques parties de la vidéo parce que je pense que c'est trop long. Bon, on a montré que... Mais normalement, c'est fini maintenant, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas des lacunes. Mais de toute façon, dans les pires des cas, je vais dire ça dans les commentaires, dans quels endroits je réussi de mon mis.
Ou peut-être que je vais le couper, j'espère que je vais le couper. Donc lui, il appartient à rang Z. Et en plus, on sait, en réalité, il appartient à rang N. Pourquoi? Parce que lui, il est positif sur 0 à pi. On l'avait montré dans la question 2. Et lui aussi, il est positif de 0 à pi. La fonction sinus, elle est positive de 0 à pi. Donc, cette fonction-ci, elle est positive de 0 à pi. Donc, par croissance de l'intégrale, c'est un entier positif. Donc, il appartient au entier naturel. On a ça. Et en plus, on a aussi que l'intégrale en soi, il n'est pas égal à 0. Alors, le pourquoi, c'est simple. En réalité, on a que la fonction qui a tout t associe f de n de t sinus de t, en réalité, la fonction qui est ici là-dedans, elle est continue. Elle est continue positive. Oula. Continue positive sur l'intervalle de 0 à pi. D'accord? Et non nulle. Non nulle parce qu'on avait dit la question 2 qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle de 0 à pi sur 2 ouvert. Donc elle ne peut pas être la fonction nulle. Donc on a ça. Et si jamais l'intégrale on a ça, on aurait que la fonction elle est continue et positive et intégrale nulle sur l'intervalle de 0 à pi. Donc ça voudrait dire que cette fonction qu'on va appeler g par exemple, ça veut dire que g est la fonction nulle. Ce qui est absurde. D'accord? Donc en réalité, l'intégrale de 0 à pi de f de n de t sinus de t d de t, eh bien vu que c'est un entier naturel et il n'est pas égal à 0, eh bien elle est plus grande que 1. Donc déjà on a ça et on a presque fini, je vous assure, croyez-moi, on a presque fini. Pourquoi? Parce que si on s'intéresse maintenant à la limite de cette intégrale lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien on a quoi? Déjà on pourrait s'intéresser à majorer cette intégrale. Donc si on majeure l'intégrale par inégalité triangulaire et par le fait que le sinus de t est inférieur à 1, la valeur absolue, eh bien on a que ceci est inférieur à la on a ça, d'accord? Donc il suffit de borner fn de t et voir si cette majoration est envers 0. Donc on a presque fini. On sait quoi? On sait que f de n de t c'est égal à quoi? Je vais l'écrire comme ça, d'accord? Ax moins bx au carré puissance n divisé par n factoriel. Donc la valeur absolue, ici on oublie les parenthèses et on met la valeur absolue ici. Ok, on a ça. Sauf que cette fonction-ci, soit vous utilisez les propriétés d'un polynôme de deuxième degré, soit vous dites tout simplement que la fonction, je sais pas, h qui a tout x associé à ax moins bx, elle est continue sur l'intervalle de 0 à pi. Donc elle a le même maximum. C'est le théorème des bornes atteintes. D'accord? Très important. Donc il existe un grand thème par exemple qui appartient à l'inventeur tel que
et bien tel que pour tout x qui appartient de 0 à pi, la valeur de h de x est inférieure ou égale à m. Donc en particulier lorsqu'on met la puissance n, pardon, ici on a ça. Oui. Donc lui c'est inférieur ou égal à m puissance n divisé par n factoriel. D'accord? Donc voilà, on a ça. Et ça c'est plutôt cool parce que cette intégrale-ci, elle est majorée alors par ça. Ce qui est égal à pi fois grand M puissance n divisé par n factoriel. Et lui, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. D'accord? Alors, le pourquoi, en réalité, on a que pour tout z qui appartient au complexe, la suite z puissance n divisé par n factoriel, ça tend vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Ça, c'est une suite très connue. D'ailleurs, si jamais vous voulez une justification, bah, vous dites... Mais en plus, c'est la démonstration, c'est une partie de la démonstration de pourquoi l'exponentielle de z, c'est égal à la série. D'accord? Donc voilà, c'est une partie de la démonstration de ça. Soit vous dites que c'est une partie de la démonstration de ça, donc c'est un peu de cours. Soit vous dites que une condition nécessaire pour que ceci soit vrai, ce qui est vrai d'après le cours, c'est que ce terme-ci, il tend vers 0. Donc vous dites que voilà quoi. Donc voilà, on a bien ça. Donc on a quoi? On a que lui, il tend vers 0. Donc lui, il tend vers 0. Si seulement si lui, il tend vers 0. Et là, je vous promets, on a fini. Absurde. C'est absurde parce qu'un truc qui est certainement... Il n'est pas certainement... Un truc qui est plus grand que 1 qui tend vers 0, eh bien, c'est absurde. D'accord. Ok, je sais que la vidéo elle est la plus longue. Elle est un peu longue, donc je pense que je vais couper un peu quelques parties de la vidéo. Ouf. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo.